Les portions de l'Allemagne qui ont été au contraire le plus longtemps impénétrables à ces passions sont celles où rien de semblable ne se croyait encore. Remarque, digne d'être faite. C'est donc suivre une erreur commune que de croire que la division de la propriété foncière date en France de la Révolution. Le fait est bien plus vieux qu'elle. La Révolution a, il est vrai, vendu toutes les terres du clergé et une grande partie de celles des nobles, mais si l'on veut consulter les procès-verbaux même de ces ventes, comme j'ai eu quelquefois la patience de le faire, on verra que la plupart de ces terres ont été achetées par des gens qui en possédaient déjà d'autres. De sorte que si la propriété a changé de main, le nombre des propriétaires s'est bien moins accru qu'on ne l'imagine. Il y avait en France une immensité de ceux-ci, suivant l'expression ambitieuse mais juste, cette fois, de M. Necker. L'effet de la Révolution n'a pas été de diviser le sol, mais de le libérer pour un moment. Tous ces petits propriétaires étaient en effet fort gênés dans l'exploitation de leurs terres, et supportaient beaucoup de servitudes dont il ne leur était pas permis de se délivrer. Ces charges étaient pesantes sans doute, mais ce qui leur faisait paraître insupportable était précisément la circonstance qui aurait dû, ce semble, leur en alléger le poids. Ces mêmes paysans avaient été soustraits, plus que nulle part ailleurs en Europe, au gouvernement de leurs seigneurs. Autre révolution non moins grande que celle qui les avait rendus propriétaires. Quoique l'Ancien Régime soit encore bien près de nous, puisque nous rencontrons tous les jours des hommes qui sont nés sous ces lois, il semble déjà se perdre dans la nuit des temps. La révolution radicale qui nous en sépare a produit l'effet des siècles, elle a obscurci tout ce qu'elle ne détruisait pas. Il y a donc peu de gens qui puissent répondre aujourd'hui exactement à cette simple question. Comment s'administraient les campagnes avant 1789? Et en effet, on ne saurait le dire avec précision et avec détail, sans avoir étudié non pas les livres, mais les archives administratives de ce temps-là. J'ai souvent entendu dire, la noblesse qui depuis longtemps avait cessé de prendre part au gouvernement de l'État, avait conservé jusqu'au bout l'administration des campagnes. Le seigneur en gouvernait les paysans. Ceci ressemble bien à une erreur. Au XVIIIe siècle, toutes les affaires de la paroisse étaient conduites par un certain nombre de fonctionnaires qui n'étaient plus les agents de la seigneurie et que le seigneur ne choisissait plus. Les uns étaient nommés par l'intendant de la province, les autres élus par les paysans eux-mêmes. C'était à ces autorités à répartir l'impôt, à réparer les églises, à bâtir les écoles, à rassembler et à présider l'assemblée de la paroisse. Elle veillait sur le bien communal, en réglait l'usage, intentait et soutenait au nom de la communauté les procès. Non seulement le seigneur ne dirigeait plus l'administration de toutes ces petites affaires locales, mais il ne la surveillait pas. Tous les fonctionnaires de la paroisse étaient sous le gouvernement ou sous le contrôle du pouvoir central, comme nous le montrerons dans le chapitre suivant. Bien plus, on ne voit presque plus le seigneur agir comme le prétendant du roi dans la paroisse, comme l'intermédiaire entre celui-ci et les habitants. Ce n'est plus lui qui est chargé d'y appliquer les lois générales de l'État, d'y assembler les milices, d'y lever les taxes, d'y publier les mandements du prince, d'en distribuer les secours. Tous ces devoirs et tous ces droits appartiennent à d'autres. Le seigneur n'est plus en réalité qu'un habitant, que des immunités et des privilèges séparent et isolent de tous les autres. Sa condition est différente, non son pouvoir. Le seigneur n'est qu'un premier habitant, ont soin de dire les intendants dans leurs lettres à leurs subdélégués. Si vous sortez de la paroisse et que vous considérez le canton, vous reverrez le même spectacle. Nulle part les nobles n'administrent ensemble, non plus qu'individuellement. Cela était particulier à la France. Partout ailleurs, le trait caractéristique de la vieille société féodale
s'étaient en partie conservés. La possession de la terre et le gouvernement des habitants demeuraient encore mêlés. L'Angleterre était administrée, aussi bien que gouvernée, par les principaux propriétaires du sol. Dans les portions mêmes de l'Allemagne, où les princes étaient le mieux parvenus, comme en Prusse et en Autriche, à se soustraire à la tutelle des nobles dans les affaires générales de l'État, il leur avait été en grande partie conservé l'administration des campagnes, et s'ils étaient allés dans certains endroits jusqu'à contrôler le seigneur, nulle part il n'avait encore pris sa place. À vrai dire, les nobles français ne touchaient plus depuis longtemps à l'administration publique que par un seul point, la justice. Les principaux d'entre eux avaient conservé le droit d'avoir des juges qui décidaient certains procès en leur nom et faisaient encore de temps en temps des règlements de police dans les limites de la seigneurie. Mais le pouvoir royal avait graduellement écourté, limité, subordonné la justice seigneuriale à ce point que les seigneurs qui l'exerçaient encore la considéraient moins comme un pouvoir que comme un revenu. Il en était ainsi de tous les droits particuliers de la noblesse. La partie politique avait disparu, la portion pécuniaire seule était restée, et quelquefois s'était fort accrue. Je ne veux parler en ce moment que de cette portion des privilèges utiles qui portait par excellence le nom de droits féodaux, parce que ce sont ceux-là particulièrement qui touchent le peuple. Il est malaisé de dire aujourd'hui en quoi ces droits consistaient encore en 1789, car leur nombre avait été immense et leur diversité prodigieuse. Et parmi eux, plusieurs avaient déjà disparu ou s'étaient transformés. De sorte que le sens des mots qui les désignaient, déjà confus pour les contemporains, est devenu pour nous fort obscur. Néanmoins, quand on consulte les livres des feudistes du XVIIIe siècle, et qu'on recherche avec attention les usages locaux, on s'aperçoit que tous les droits encore existants peuvent se réduire à un petit nombre d'espèces principales. Tous les autres subsistent, il est vrai, mais ils ne sont plus que des individus isolés.